Suite à l'annonce par Michel Barnier d'une probable augmentation des droits de mutation à titre onéreux, souvent appelés à tort frais de notaire, relèvement de 0,5 points pendant 3 ans, j'interroge aujourd'hui Olivier Landrevie, qui est notamment enseignant à HEC et ancien directeur général adjoint de la BRED, ancien président de CAFPI également. Bonjour Olivier Landrevie. Bonjour. Certains journaux titrent depuis hier sur le relèvement du plafond des droits de mutation en disant que le Premier ministre fait un geste pour les départements. Comment est-ce que vous interprétez cette information et même ce traitement de l'information dans un contexte de vote compliqué du budget de la France et aussi de questionnement très clair du train de vie de la France à Bruxelles? Alors effectivement, la part des droits de mutation qui va faire l'objet d'un relèvement, c'est la part qui était affectée au département, parce qu'il y a une autre part qui va aux communes. Là, on parle bien de la part qui va au département. Et ça représente une proportion assez importante des budgets des départements. Je crois que c'est de l'ordre de 15%. Ce qu'on est en train de faire, sans vraiment l'avouer de façon franche, c'est passer l'éponge sur une augmentation du train de vie des départements qui est vraiment importante. L'an dernier, en 2023, les dépenses de fonctionnement des départements ont progressé de 6,5%, alors que l'inflation elle-même n'avait progressé que de 4,8%. Et encore, je suis gentil parce que dans cette inflation, il y avait beaucoup d'alimentaire, et donc les départements n'ont pas à subir ça. Donc il y a un véritable problème de train de vie, et il faut aussi avoir en tête que la loi impose aux départements d'équilibrer leur budget de fonctionnement. Contrairement à l'État, ils ne peuvent pas être en déficit et ils ne peuvent s'endetter que pour réaliser des investissements, mais certainement pas pour combler des déficits de fonctionnement. Et donc ce qui s'est passé, c'est un cycle vraiment pernicieux. Il faut remonter jusqu'en 2014, c'est-à-dire que les départements ont bénéficié de toute la période porteuse du marché de l'immobilier, avec des volumes de transactions qui n'ont fait qu'augmenter, on va dire, entre 2015 et 2022. Donc ça a engendré une forte progression de leurs recettes fiscales. Ils ont tous été très heureux d'encaisser cette hausse des recettes fiscales et de vite la redéployer en s'inventant des nouvelles missions ou en recrutant de nouveaux fonctionnaires ou éventuellement en réalisant des investissements. Et évidemment, quand le cycle s'inverse, ce qui était tout de même prévisible, parce que tout le monde sait que l'immobilier, c'est un métier cyclique, quand le cycle s'inverse, comme c'est le cas depuis 2022, et que leurs recettes fiscales se mettent à baisser, eh bien, plutôt que de revoir leur train de vie à la baisse, comme ferait n'importe quel ménage confronté à une baisse de ses revenus, ils obtiennent de l'État qu'on revoie le taux de la taxe à la hausse. Et je prends ici les paris que, bien entendu, le cycle repartira, parce qu'il ne finira par repartir, et que les transactions immobilières repartiront à la hausse. On nous dira de corriger la hausse du taux de la taxe, même si on nous présente ça comme temporaire. Rappelez-vous, la CRDS, introduite en 1996, c'était aussi présentée comme une mesure temporaire, et elle est encore là presque 30 ans plus tard. Donc voilà, c'est assez désastreux, et ça traduit un mal très français de refuser d'ouvrir le capot de la dépense publique. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais en France et qui nous vaut ce type de situation. Quelles seraient les conséquences à terme, de façon, je dirais, macroéconomique, d'un État français et de ses départements aussi, qui persistent à ne pas vouloir voir la réalité en face et à ne pas vouloir fonctionner autrement, je dirais, en suivant le principe pourtant usuel de la gestion en bon père de famille? Alors la conséquence directe de ça, c'est une perte de compétitivité progressive de l'économie française. Et du coup un déclassement progressif, y compris au sein de l'Union européenne, qui elle-même ne se porte pas forcément très bien, mais c'est encore pire en France. Et ça, c'est le poids phénoménal
des ponctions fiscales. On détient le double record au sein de l'OCDE de la pression fiscale ramenée au produit intérieur brut, donc à la production de richesse, mais aussi le record de la dépense publique ramenée au produit intérieur brut. Oui. Donc c'est un cas unique par définition, puisqu'on est premier dans ces deux domaines. Vouloir traiter ça en augmentant encore la fiscalité, c'est un non-sens économique absolu. Il y a on enseigne très tôt dans les cours d'économie à la fac. C'est le rendement décroissant de l'impôt, ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. C'est-à-dire que plus vous augmentez la pression fiscale, moins ça vous rapporte, parce que évidemment les consommateurs, les acteurs économiques adaptent leur comportement pour essayer d'échapper à cette pression. Et puis un autre principe, qui est un principe de microéconomie, qui est le rendement décroissant des investissements. C'est-à-dire que plus vous mettez d'argent sur un même problème, sur un même sujet, quel qu'il soit, ça vaut aussi dans le domaine privé, en agriculture, en industrie, plus le rendement que vous allez tirer de chaque euro supplémentaire que vous mettez va diminuer. Bon, et ça, c'est vrai aussi en matière de dépenses publiques. Et donc, quand on comprend ce phénomène de rendement décroissant, aussi bien du côté fiscal que du côté de l'efficacité de la dépense publique, il n'y a qu'un moyen, quand on est double recordman dans ces deux domaines, il n'y a qu'un moyen, et que la croissance économique, elle, tend vers zéro, ce qui est le cas en France, heureusement, il n'y a qu'une façon de s'en tirer, c'est de traiter le problème de la dépense publique. Et c'est ce qu'on refuse de faire en France depuis maintenant 50 ans. Oui, et même quand on regarde l'histoire, ça a été à certaines périodes le problème français, en fait, qui a toujours conduit aussi le peuple français à un moment donné à soit porter une révolution, soit dire son mécontentement profond. Donc on dirait qu'on ne prend pas les leçons de l'histoire en France. On a effectivement, une culture en France, on n'a pas la culture de la réforme. On ne sait pas réformer les choses de façon incrémentale. Et il faut malheureusement souvent attendre qu'on soit dans le mur, dans des situations absolument dramatiques, pour que véritablement les choses puissent changer. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence en posant votre question, mais c'est vrai qu'on oublie parfois quand la révolution de 1789, ça commence par une crise financière, situation de quasi-défaut de l'État français. Qui ensuite a les conséquences qu'on connaît. Et de la même façon, la dernière grande période de réforme, ça a été au sortir de la guerre, 1945. Et il a fallu vivre ce qu'on a vécu pour véritablement se remettre en question. Donc, je sais bien qu'on n'en arrive pas à de telles extrémités cette fois, mais ça laisse songeur ce qu'on voit en ce moment. Parlons plus spécifiquement maintenant du marché immobilier. À court terme, quelles seront, selon vous, les conséquences sur le marché immobilier, notamment de l'ancien, de cette hausse des DMTO ? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un précédent qui n'est pas si ancien que ça, puisque en 2014, on nous avait fait déjà exactement le même coup. C'est-à-dire que les transactions immobilières avaient pas mal baissé en 2012-2014. Et pour se refaire la cerise, on nous avait fait avaler une augmentation. Alors à l'époque, c'était de 0,7 points des DMTO. Et donc il y a des études qui ont été faites ensuite pour mesurer l'impact sur le marché immobilier. Et il a été estimé que ça avait contribué, disons, à faire reculer les volumes de transactions de 5%. Donc, oui, c'est ça, 5%, donc environ 40 000 transactions en moins dans l'année qui a suivi cette décision. Donc là, je pense que ce sera à peu près du même ordre. Mais au-delà des statistiques, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un frein supplémentaire à la mobilité, puisque à chaque fois que dans votre vie, vous allez avoir un événement qui vous amène à déménager, à vendre votre logement pour en racheter un autre,
donc ça peut être des événements professionnels, familiaux ou autres, vous allez devoir laisser sur la table 0,5% à l'État. 0,5% sur un bien de 300 000 euros, ça fait quand même 1 500 euros. Hein. Il vient s'ajouter à tout ce qui existe déjà. On est déjà à 8% au total de ce qui est frais. Très important. Donc on passera à 8,5%. C'est le niveau le plus élevé en Europe. Il n'y a que la Belgique qui fait encore pire que nous. Oui. Sinon, on est champion d'Europe, ou vice-champion d'Europe. Bien avoir en tête aussi que c'est 1 500 euros, pour reprendre mon exemple, qu'il faudra mettre sur la table en plus. Ce sont 1 500 euros qui, généralement, ne sont pas financés par la banque. Oui. En fait, ça augmente encore un peu le besoin d'apport personnel, en particulier pour les primo-accédants. Et donc, ça contribuera une nouvelle fois à retarder l'âge de la primo-accession. Voilà. Et puis, de façon générale, ce frein à la mobilité géographique, sociale, professionnelle, là aussi, c'est quelque chose qui a des répercussions sur l'économie française. Oui. Moi, je connais beaucoup de chefs d'entreprise ou de DRH qui me disent avoir un mal fou à recruter, non pas parce qu'ils n'arrivent pas à identifier les bonnes personnes, mais parce que les personnes qu'ils visent s'aperçoivent au moment d'accepter l'offre que les prix des logements proches de l'entreprise sont trop élevés pour qu'ils puissent s'offrir un déménagement. Donc ça va aggraver encore un peu cette difficulté. Oui, retarder certes la reprise du marché immobilier, mais surtout empêcher l'économie française de fonctionner mieux ou de reprendre aussi certaines couleurs. Bien sûr. Vous indiquez sur LinkedIn, je crois que c'était dans un post d'hier, que la chute du volume des transactions, et je cite, provoquée notamment par la hausse des taux, a été considérablement aggravée par des choix politiques et réglementaires intervenus à contretemps. Que vouliez-vous dire plus précisément ? Oui, ma volonté, c'est d'aller un peu au-delà du raccourci qu'on fait parfois, qui consiste à faire l'équation, faire une péréquation parfaite entre la baisse des transactions et la hausse des taux. Oui. C'est vrai, évidemment, que la hausse joue un rôle, c'est le cas partout en Europe, on le voit. Mais quand on se compare en Europe, on voit aussi que les volumes de crédit ont baissé de façon beaucoup plus drastique qu'ailleurs en Europe. On est à peu près au double d'intensité de baisse par rapport à un pays comme l'Allemagne ou l'Italie, et même encore beaucoup plus si on se compare à l'Espagne. Et ce qui explique ça, c'est une série de mesures, alors certaines d'ordre politique, d'autres d'ordre réglementaire, qui peuvent se défendre en elles-mêmes, mais qui ont été pris dans un timing, une temporalité absolument catastrophique. Donc j'en ai 4 principales en tête, mais il y en a sans doute d'autres. Oui, lesquelles les mesures d'encadrement du crédit du Haut Conseil de stabilité financière, le fameux HCSF. Oui. Vous savez, les mesures par lesquelles ils ont plafonné le taux d'endettement, voilà. Les archaïsmes et les retards d'ajustement du taux d'usure, qui pendant une bonne année ont rendu la vie très très difficile aux banques au moment où on avait le plus besoin de crédit. Ensuite, la politique qui a été celle de Bercy depuis 2017, parce qu'il faut bien comprendre que c'est Bercy qui pilote la politique du logement ou la non-politique du logement depuis au moins 2017. La politique qu'ils ont menée en matière de rétrécissement des critères d'éligibilité du prêt à taux zéro. On est passé de 125 000 dossiers de prêt à taux zéro en 2017 à 47 000 dossiers l'an dernier, donc divisé par 2,5. Voilà. Et puis la suppression des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif, je pense notamment au programme Pinel. Alors, j'étais pas du tout un fan de ce type de dispositif. Je pense qu'il y avait matière à le réformer au moment où on a déjà un marché locatif ultra tendu, un problème de
pénurie de logements qui est absolument structurelle et qui est encore en train de s'aggraver, ça paraît vraiment irresponsable. Donc voilà, il y a eu dans la temporalité des choix qui sont très critiquables, même si sur le fond, voilà, ça peut se discuter, mais dans la temporalité, ça me paraît vraiment. Tous les candidats à l'accession à la propriété en souffrent, et évidemment, les professionnels de la chaîne de valeur immobilière en souffrent aussi énormément. Et oui, et je rebondis sur votre expression qui est très éloquente. Bercy pilote, si je ne me trompe pas, la non-politique du logement. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Oui, il faut être lucide là-dessus. D'ailleurs, enfin, mon interprétation, c'est que c'est ça qui explique aussi la durée de vie très courte des ministres du logement ces dernières années. Je crois qu'on est au 6e ministre, parce qu'ils je pense que la plupart étaient de bonne foi dans leur volonté de faire quelque chose pour le secteur, mais ils se sont tous confrontés à des arbitrages qui ont été faits en leur défaveur et qui étaient pilotés par Bercy. Oui. Il y a eu une politique de courte vue qui a consisté à faire du logement la principale vache à lait fiscale de l'État. Il faut savoir que quand on regarde la contribution nette du secteur du logement aux finances publiques françaises, donc on fait la somme de tous les impôts qui ont comme assiette l'immobilier et on en déduit les aides qui sont accordées au secteur, on arrive à une contribution positive, donc on paye beaucoup plus d'impôts sur le logement qu'on ne touche d'aide, une contribution positive qui a été multipliée par 4 depuis 2010 et qui dépasse aujourd'hui 50 milliards d'euros par an. Et oui, ce qui conduit beaucoup... Le logement a cet immense avantage de Bercy, de nos fonctionnaires à Bercy, de ne pas pouvoir s'exiler, contrairement au capital et contrairement au travail qui, eux, peuvent s'exiler quand l'impôt est trop fort. Ni même au fond de descendre dans la rue et de bloquer l'économie, les propriétaires étant... Oui, mais ce qui est très difficile, c'est que la plupart qui ont été prises, si nous, professionnels de l'immobilier, nous les connaissons et nous en mesurons la portée et la gravité, en réalité, pour le commun des Français, ça se joue à bas bruit parce que ça n'est pas tous les 4 matins que vous faites une opération immobilière. Et donc finalement, en temps court, ça touche trop peu de citoyens pour que véritablement ça puisse mobiliser les foules et voilà. Donc c'est une victime facile pour une politique fiscale à courte vue. Et Bercy l'a bien compris. Merci beaucoup Olivier Hollandrevie d'avoir bien voulu répondre à mes questions en ce samedi et puis je vous dis à très bientôt. Je vous en prie, au revoir.